Bonjour Adrien Gindre. Adrien, votre invité aujourd'hui. Un général de corps d'armée au franc-parler, ancien vice-chef d'état-major à l'OTAN, c'est l'invité qu'il faut en ce jour d'ouverture du sommet à Vilnius. Merci, désolé. Bonjour Général Michel Yakovlev. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Avant de parler de l'Ukraine, une première information qui concerne ce sommet de l'OTAN. Le président turc Erdogan s'est dit d'accord pour soutenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup. D'abord, ça change, c'est un an de blocage qui a quand même pas mal surpris au début. On s'attendait à ce que la Turquie pose quelques conditions et tout, mais elle a posé des conditions qui sont presque existentielles pour la Suède. En particulier que la Suède extradite, je crois, vers Extrade, oui. vers la Turquie, tout ce que le régime Erdogan appelle des terroristes, et qui en droit suédois, pour beaucoup d'entre eux, sont des opposants. Et donc, si un pays de l'Union européenne admet que n'importe quel ressortissant turc sur son sol est à portée du régime, pour des motifs complètement spécieux, c'est existentiel pour la Suède. Il y a quand même une forme de contrepartie qui semble être mise par Erdogan. Il dit qu'il faut quand même que l'Union européenne rouvre les discussions d'adhésion à la Turquie. Et puis, on sait qu'il y a l'attente de F-16 américains aussi. Biden et Erdogan doivent s'en parler. Oui. Alors, c'est scandaleux, cette attitude du président Erdogan. Pourquoi la négociation d'accession de la Turquie est arrêtée ? Parce que la Turquie ne veut pas reconnaître Chypre. Sur 8 chapitres d'accession à l'Union européenne, parce que le processus a commencé, je crois, en 2006. Eh bien, il y a eu 8 occurrences où la Turquie a dit « Ah ben non, pas pour Chypre ». Alors, comment voulez-vous devenir membre d'un club lorsque vous dites au club qu'il y a un membre du club qui ne devrait pas être membre du club ? C'est fou, ça. Ça, c'est le régime Erdogan. Donc, quand le régime Erdogan dit « l'Union européenne ne veut pas de la Turquie parce que soi-disant, etc., déjà, commencez par reconnaître tous les membres du club, et puis après, soit dit en passant, appliquer l'acquis communautaire, parce que l'acquis communautaire s'appliquera à la Turquie, c'est pas l'acquis Erdogan qui s'appliquera à l'Europe. À l'inverse. On voit quand même qu'Erdogan cherche à envoyer des signaux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a lu ce week-end le fait qu'il avait autorisé Zelensky à revenir en Ukraine avec des combattants d'Azov, par exemple, ce qui a déclenché la colère de la Russie, disant c'était pas ce qui avait été convenu, il devait rester en Turquie jusqu'à la fin de la guerre. Est-ce que vous voyez quand même une forme de mouvement de la Turquie qui essaye de revenir un peu dans le giron occidental, européen, otanien ? Alors, la Turquie est membre de l'OTAN, un membre éminent et parfois compliqué de l'OTAN. Depuis le début, l'OTAN lui dit va falloir choisir ton camp, camarade. Et ne pas être derrière Poutine. Ni à équidistance. Et oui, c'est pas équidistance. Si vous êtes membre d'une alliance, théoriquement, vous êtes membre de l'alliance. Sinon, il faut quitter. Voilà. Maintenant, que la Turquie maximise son positionnement stratégique dans ce conflit, je veux dire, c'est dans son intérêt. Tout pays poursuit ses intérêts légitimes. Donc, on est quand même obligé de reconnaître qu'une puissance comme la Turquie, je veux dire, elle a des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres. Ça, il faut le comprendre. Et aussi. elle défend les siens avant de défendre ceux de l'OTAN. C'est logique. Venons-en à la question de l'Ukraine, parce que c'est quand même l'enjeu essentiel, malgré tout, de ce sommet de l'OTAN. Volodymyr Zelensky a redit qu'il attendait un signal clair à l'occasion de ce sommet. Joe Biden lui a redit Kiev n'est pas prêt à intégrer l'OTAN. Ce matin, la Maison-Blanche précise qu'il va y avoir une rencontre entre Biden et Zelensky demain, mercredi. Comment tout cela peut-il atterrir entre le signal clair demandé et l'idée que l'Ukraine n'est pas prête ? Alors déjà, l'Ukraine et l'OTAN, si j'ose dire, ne parlent pas de la même chose et ne se comprennent pas mutuellement. L'Ukraine veut des garanties de sécurité, et ce qu'elle appelle les garanties de sécurité, ce sont les mêmes qui s'appliquent à nous, la France, l'article 5, en gros, au sens une attaque contre un des membres est une attaque contre la totalité des membres. Ça, c'est la garantie fondamentale, qui ne s'applique pas à l'Ukraine, puisqu'elle n'est pas... Puisqu'elle est réservée aux membres de l'OTAN. Alors, les Ukrainiens, que j'ai entendus en Ukraine, il y a une semaine, disaient nous voulons des garanties, les garanties de sécurité, entre guillemets, article 5, en cas de reprise du conflit. Bon, pour l'instant, on y est dans le conflit. Donc, on ne parle pas de reprise puisqu'on est dedans. Donc, ça sous-entend qu'il y ait cessation.
En d'autres termes, s'il y a cessez-le-feu, cessation, alors est-ce un cessez-le-feu, un armistice, bref, s'il y a cessation du conflit, à ce moment-là, on pourra discuter sur la carte, ça ressemble à quoi ? Politiquement, ça ressemble à quoi ? La configuration politique en Russie, en Ukraine, etc. Et à ce moment-là, on pourrait décider de garanties de sécurité, après qui s'appliqueraient, vous voyez. Mais la balle est dans le camp des Ukrainiens. Alors, Et pas de l'OTAN. Un instant, général Yakovlev, parce que si on applique la philosophie de l'article 5, ou une sorte de parallèle avec l'article 5, l'article 5, c'est quand même, on regarde la formulation dans le traité, une attaque armée, vous en parliez, sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence, si une attaque se produit, chacune d'elles assistera à la partie attaquée, y compris l'emploi de la force armée. Dans ce que vous nous dites, ça veut dire que les Ukrainiens attendent que demain, s'ils sont attaqués, il y ait y compris une guerre directe entre les pays de l'OTAN et la Russie ? Très clairement, c'est ça qu'ils veulent. Au sens, en cas de reprise du conflit, admettons qu'il y ait eu cessation. Eh bien, à ce moment-là, il y aurait, l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN, et l'article 5 s'appliquerait. Alors après, s'appliquerait-il sur la totalité du territoire ukrainien tel que nous le reconnaissons ou pas ? Ça va faire partie des discussions douloureuses, mais très douloureuses. Garantie de sécurité, l'exemple qu'on entend parfois, c'est l'exemple israélien. Dire les États-Unis, par exemple, aujourd'hui, offrent des garanties à Israël. Déjà, peut-être précisez-nous, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que les États-Unis font ou ne font pas pour Israël qui pourrait valoir pour l'Ukraine ? Alors, pour beaucoup de choses, ce que les Américains font avec l'Ukraine est déjà en route, avec Israël est déjà en route pour l'Ukraine. La grande différence entre Israël et l'Ukraine, c'est que Israël est une puissance nucléaire. Et ça, c'est pas dans la garantie, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais donc, fondamentalement, on est quand même dans un autre contexte. Et le monstre militaire dans la région, c'est Israël, c'est pas les voisins. Voilà. Bon, maintenant, dans la garantie américaine, alors il y a un certain ensemble de traités, d'accords, etc. C'est très profond. C'est un partenariat militaire très profond, avec des exercices, avec des échanges, il y a des stockages de munitions et de matériel américain en Israël. Bon, à la limite, les Américains pourraient stocker du matériel en Ukraine. Il y a une aide des milliards de dollars chaque année en matériel de guerre, en munitions, etc., qui ont eu lieu pour l'Ukraine et qui ont lieu aujourd'hui. Et je pense que ce que les Américains ont donné en Ukraine, c'est l'équivalent de 5 ou 8 annuités israéliennes, en réalité. Donc, l'aide à l'entraînement, des accords de renseignement. Les Américains sont allés avec les Ukrainiens en renseignement, alors sur la zone d'intérêt, sont allés encore plus loin que ce qu'ils font avec Israël. Donc, à bien des égards, ce que les Américains font avec l'Ukraine dépasse déjà ce qu'ils font avec Israël. La différence étant que ce ne sont pas des accords signés, écrits, etc. Ça se fait de manière empirique. Empirique, voilà. Il y a quand même un point qui interpelle la prudence des États-Unis sur cette question de l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN et du calendrier. Ce matin, la Maison-Blanche redit pas de calendrier à l'occasion de ce sommet. On comprend bien que les États-Unis ne veulent pas se lier les mains. Quelles conséquences ça va avoir ? Dès lors que les États-Unis disent pas de calendrier, en réalité, il n'y a pas de suspense. Les États-Unis le disent, ça va se faire. Mais c'est pragmatique de dire pas de calendrier, puisque, comme je vous ai dit, c'est lié à un événement. La garantie s'appliquerait, au sens l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, en gros, s'appliquerait après une cessation de conflit. Au sens, cesser le conflit actuel, après on discute. Donc c'est basé sur une condition et pas sur un délai, pas sur un échéancier. Il y a quand même la question aussi de savoir comment la Russie va réagir à tout ça. Dès hier, le Kremlin affirmait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aurait, je cite, des conséquences très négatives pour la sécurité européenne. Bon, ce sont des mots. Une fois ces mots prononcés, que la Russie peut-elle faire ? En l'occurrence, là, elle va continuer à souffler. Alors, qui a des conséquences négatives sur la sécurité en Europe ? C'est quand même la Russie de prime abord. Donc venant d'eux, j'ai un sourire. On en rirait si la situation n'était pas si tragique. Même s'il y a la rhétorique russe depuis le début de dire c'est l'OTAN qui agresse, c'est l'OTAN qui est censé avoir agressé Poutine. Oui, alors l'OTAN ne les agressait pas. L'Ukraine n'était pas candidate à l'OTAN. Elle avait renoncé à sa candidature à l'OTAN et a lieu d'ailleurs en 2010, au soulagement, soit dit en passant, de à peu près tous les membres de l'OTAN. Bon, donc la question était au frigidaire.
Et en 2014, les Russes Poutine leur fait le coup de la Crimée et du Donbass. Donc qui a poussé l'Ukraine dans les bras de l'OTAN? C'est pas les Ukrainiens, c'est pas les Otaniens, c'est la Russie. Et alors, a fortiori, avec la Finlande et bientôt, a priori, la Suède. Il y a un embarras, de votre point de vue, des membres de l'OTAN aujourd'hui sur cette question de l'adhésion de l'Ukraine? Un embarras? Non, mais comme je disais, c'est parce que les deux côtés, OTAN et Ukraine, parlent en décalé. L'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, mais ne comprend pas tout à fait ce que c'est que l'OTAN et ce que être membre signifie. Et l'OTAN perçoit mal, ne comprend pas l'Ukraine, en fait. Et en particulier parce que l'OTAN est dans le mode... l'Ukraine est déjà un partenaire de l'OTAN depuis 1994, je crois. Très actif dans nos opérations, par exemple de lutte contre la piraterie avec la frégate Saradachny, etc. Donc l'Ukraine est un bon partenaire, un partenaire fiable de l'OTAN, jusqu'à que maintenant agressé. Bon, pour l'OTAN, 31 membres, la moitié des membres de l'OTAN aujourd'hui ont commencé comme partenaires de l'OTAN. C'est la République tchèque, la Slovaquie, la Croatie, la Pologne, les Pays-Baltes. L'élargissement depuis la chute. L'élargissement. Donc la moitié ont commencé comme partenaires. Et tous ces nouveaux membres de l'OTAN sont rentrés dans l'OTAN dans la position du supplicant, les deux paumes levées vers le ciel. S'il vous plaît, prenez-moi, soyez gentils, je voudrais devenir membre de votre grande famille. Et donc l'OTAN a une sorte d'attitude vis-à-vis des partenaires futurs membres qui est très franchement condescendante. Il y a encore une différence entre les anciens et les plus récents au sein de l'OTAN? Oui, le canal historique et bon, maintenant, je veux dire, la condescendance, quand on voit ce que fait la Pologne... très proactive. Très proactive, avec un... Donc, ça se résorbe avec le temps. Et puis, il y a des relations amicales. Et il y a un président du comité militaire, Piotr Pavel, qui était tchèque. Donc, mais ce que l'OTAN ne comprend pas, c'est que quand l'Ukraine deviendra membre, ça ne sera pas du tout un nouveau membre comme les autres. L'Ukraine rentrera dans l'OTAN en disant « Moi, j'ai fait la guerre pour vous ». Est-ce que quelqu'un d'autre a fait la guerre ici? Personne. Moi, j'ai fait la guerre pour vous. Je suis de plein droit membre de ce club. Et ensuite, il y a une condescendance pour tous les nouveaux membres. On va vous expliquer, on va vous raconter comment avoir une armée professionnelle. Donc, vous voyez, vous venez à l'école et voilà, vous êtes un enfant à l'école. Et l'Ukraine va dire « La plus forte armée en Europe, c'est la mienne. La plus compétente, c'est l'armée ukrainienne. C'est nous qui allons vous expliquer ce que c'est que la guerre d'aujourd'hui. Vous savez ce que c'est que la logistique? Non, moi je sais. Vous savez ce que c'est que le soutien santé des opérations? Moi je sais. Donc ça va être un nouveau membre, quand elle sera membre, l'Ukraine, ça va être un nouveau membre très différent de tous les autres. Avec une expérience et une histoire récente, pour le coup, imprégnée de cela. D'ailleurs, vous avez raison, Volodymyr Zelensky explique souvent aussi qu'il défend l'Europe parce qu'il est en première ligne face à l'agresseur russe qui pourrait aller plus loin encore un jour. Au-delà de la question de l'OTAN, il y a le point de la fourniture des armes. Alors ça ne se fait pas dans le cadre de l'OTAN. Les pays, vous parliez de la Pologne par exemple, le font dans un cadre bilatéral. Les pays donnent directement à l'Ukraine. Est-ce qu'il y a encore des besoins aujourd'hui supplémentaires? Est-ce qu'il y a encore des possibilités de livraison d'armes supplémentaires? La Pologne, on l'évoquait ce week-end, a annoncé encore de nouveaux hélicoptères, des Mi-14. Bon, ça fait des mois que les États-Unis, que les différents pays d'Europe disent on livre, on livre, on livre. Est-ce qu'il en reste sous le pied? Alors déjà, il n'en reste pas beaucoup. Et très franchement, c'est la honte. Pour moi, c'est honteux depuis 2014. C'est la honte de l'OTAN, enfin des membres de l'OTAN, de ne pas avoir aidé l'Ukraine sérieusement avant 2022. Alors, les Américains et les Anglais ont pas mal aidé à partir de 2016. Il y a eu beaucoup de formations, en particulier par les Britanniques. Formations, et puis des missiles anti-chars et tout. Donc ça leur a sauvé la mise en février 2022. Mais après, ils ont dû pleurer à chaque fois pour avoir l'artillerie, la défense solaire, les chars. Si on leur avait donné le quart de ce qu'on leur a donné l'année dernière, jamais Poutine ne les aurait attaqués. Pourquoi ça n'a pas été fait, à votre avis? Mais par pusillanimité, par peur de la Russie. Parce que la Russie, Poutine, avec son discours, a intimidé. La dissuasion a marché, si j'ose dire. Poutine a appliqué une forme de dissuasion conventionnelle jusqu'en 2022 face à tout l'Occident qui était dans le mode « Oh là, on ne cherche pas la crise, on risquerait de l'énerver ». Et Poutine était le premier à dire « Vous allez m'énerver, là, grave ». Donc
on est toujours en arrière de la main avec Poutine. On a peur de sa réaction. Et depuis le début de 2022, c'est pas le début, mais depuis 2022, eh ben on se rend compte que ouais, il peut crier, il peut s'énerver et ça change rien. Mais c'est trop tard maintenant. Et maintenant, nous sommes au bout de ce que nous pouvons donner parce que c'est trop tard. Vous avez entendu certainement, il y a des analystes, y compris des anciens officiers du renseignement américain qui disent si les Américains ont décidé de donner des armes à sous-munitions, c'est parce qu'ils n'ont plus les capacités dans cette catégorie d'armement de donner des armes conventionnelles. Est-ce que c'est un scénario qui vous paraît crédible? Est-ce qu'on donne ça à défaut d'autre chose? Oui, mais c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. A priori, je tiens ça de source ouverte, en gros, l'Ukraine tire en 10 jours ce que l'Amérique met 1 mois à produire. Et je ne parle pas de l'Union européenne, là je n'ai pas les chiffres, mais là, ça fait pitié, ce qu'on est capable de faire, nous. Donc, il y a effectivement un problème. Et c'est pour ça que le président Biden, c'est vraiment la dernière extrémité, parce que les Américains n'ont pas signé le traité d'Oslo, interdisant le truc, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont enthousiastes. Vous voyez que ce stock était là, bon, ils l'avaient encore, c'est un très gros stock. Donc, contraint et forcé, ils ont raison de le faire. C'est contraint et forcé, absolument, ils le disent eux-mêmes. Du coup, il y a eu des préventions morales et politiques que Joe Biden dit lui-même, c'est à contre-cœur que j'en arrive à cette extrémité. Les Ukrainiens ont précisé, on les utilisera avec précaution. La Chine a mis en garde contre les problèmes humanitaires que ça poserait, parce qu'après les mines, effectivement, peuvent exploser des années après. Est-ce qu'on peut utiliser des armes à sous-munitions avec précaution, comme le dit l'Ukraine? Avec précaution, c'est déjà savoir où on les a tirés. Comme ça, on prendra des précautions quand on ira. Et après, on dépolluera, comme on dit. Alors attention, les Ukrainiens tirent des armes à sous-munitions depuis le début de la guerre, parce qu'ils ont des stocks remontant à l'armée soviétique. Et ils ont tiré ces stocks. Ils en ont plus parce qu'ils les ont tirés. Et les Russes aussi. Et beaucoup des roquettes, vous savez, les grades que vous voyez, beaucoup de ces roquettes sont des armes à sous-munitions. Et donc les Ukrainiens et les Russes, joyeusement, si j'ose dire, tirent des armes à sous-munitions depuis février 2022, voire avant. Je voudrais qu'on dise un mot de la situation justement sur le terrain et la manière dont la contre-offensive ukrainienne se poursuit. Quand on regarde les chiffres, les Ukrainiens disent avoir repris des positions clés sur les hauteurs de Bakhmout. Ça leur permet de contrôler en partie les entrées et sorties de la ville et les Russes. 14 km² repris en une semaine. 14 km². Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce qu'il faut se dire c'est bien, ça avance? Ou est-ce qu'il faut se dire c'est terrible, ça n'avance quasiment pas? Déjà, moi j'étais toujours sceptique sur les Ukrainiens avaient-ils les moyens de faire une offensive décisive, si j'ose dire. Pas de reconquérir tout le pays, mais en gros d'atteindre la mer d'Azov. Couper la poche en deux. Pour l'instant, ils sont toujours en train de tester. Alors, j'entrevois une possibilité avec Bakhmout, c'est s'ils se rendent compte que couper la poche en deux est au-delà de leurs moyens. Ils voudraient quand même empocher un gain qui soit un gain symbolique et qui empêche Poutine de dire « j'ai gagné cette bataille défensive ». Et là, du coup, Bakhmout devient une opportunité intéressante. S'ils arrivent effectivement à encercler Bakhmout, ils vont forcer les Russes soit à quitter Bakhmout, soit à se rendre. Et sachant que Bakhmout, qui n'a aucun intérêt en soi, mais qui est devenu un symbole... mais ce sera un symbole suffisant pour dire la contre-offensive a eu un effet. Si les Ukrainiens reprennent Bakhmout, le seul succès dont a pu se prévaloir l'armée russe depuis 300 jours, c'était Bakhmout. S'ils reprennent Bakhmout, ça ne changera rien sur la situation stratégique, ça ne coupera pas la poche en deux, le tracé s'arrêtera là, mais psychologiquement, ils auront empoché une victoire conséquente. Ce qui fait que c'est peut-être le plan B, si j'ose dire. Mais ça veut dire que quand même, le gain territorial, la conquête au sol a un intérêt pour les Ukrainiens. C'est quand même l'un des objectifs. Parce que dans les critères d'évaluation, on se dit, est-ce qu'il faut raisonner terrain conquis? Est-ce qu'il faut raisonner affaiblissement de l'armée russe? Non, c'est pas en kilomètres carrés. C'est un symbole. Bakhmout, c'est un nom sur une carte. Donc, Bakhmout est libéré, Bakhmout redevient ukrainienne. Ça ne vaut plus rien, Bakhmout. Enfin, puis il faudra dépolluer, soit dit en passant, au sens avec toutes les munitions non explosées qui traînent. Enfin, oui, c'est un gros boulot. Mais au moins, ça veut dire la seule victoire que Poutine avait à son crédit, il a perdu.
Est-ce que les Ukrainiens auront au moins réussi à affaiblir l'armée russe dans des proportions suffisamment significatives pour que ça change la suite de la guerre? Je ne suis pas convaincu parce qu'ils s'affaiblissent aussi. En gros, on est dans une phase de combat où les pertes sont partagées. En gros, là, ils ne tuent pas 3 fois plus de Russes qu'ils ne perdent eux-mêmes. En gros, statistiquement, et quoi qu'ils en disent, quoi que dise la propagande, statistiquement, la guerre industrielle, c'est ça. Et en revanche, le temps travaille pour eux. Parce que le poison ronge Pour les le Ukrainiens. régime Poutine. Et donc, à la limite, pourquoi tuer aujourd'hui des gens qui fuiront demain parce qu'ils vont rentrer chez eux à cause de la guerre civile qui commence, par exemple? Vous voyez, c'est pas un scénario improbable. Le pari de l'effondrement, donc, côté russe, à terme.